Alors, donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler donc de comment finalement faire en sorte que son travail, devienne, quelque chose de plaisant, quelque chose avec lequel on peut finalement dire, «Mon travail me passionne, me motive, j'en suis fier», hem, quel que soit son métier et quel que soit, finalement, son mode de vie. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, je vous proposais de voir, finalement, un petit peu, en revue cette thématique-là de l'épanouissement professionnel. Je vais me présenter très rapidement parce qu'il y en a, vous ne me connaissez peut-être pas encore. Donc je suis Audrey Mollard et je suis formatrice et coach en développement personnel et j'accompagne principalement les entrepreneurs et les managers, pour que justement ils apprennent à mieux se connaître et puis, qu'ils atteignent leurs objectifs personnels et professionnels plus rapidement et plus efficacement. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit menu appétissant, c'est le temps du midi. On va voir donc qu'est-ce que c'est, le travail, bien que je sache que vous savez déjà ce que c'est, mais en tout cas, on va en reparler un tout petit peu. Ensuite, on va parler de qu'est-ce que c'est l'épanouissement professionnel, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme. Puis, quels sont les symptômes d'un manque d'épanouissement? Ensuite, comment savoir si je suis épanouie? Et si avec tout ça, vous n'êtes toujours pas suffisamment épanoui, ou en tout cas, vous avez la sensation que vous ne l'êtes pas encore assez, bah, je vous propose un petit guide en 5 étapes en auto-coaching pour justement commencer à gagner en motivation au travail. Est-ce que ça vous tente? Oui, Super. Oh là 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 là. Alors, pour commencer, on va faire, juste simplement des petites statistiques que j'ai pu trouver, juste comme ça pour mettre un petit peu le contexte, pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai pu voir donc une étude qui vient de Inc.com et qui disait qu'en fait 41 des employés considèrent quitter leur emploi actuel en juin 2021, que 48 des employés sont activement en recherche de nouvelles opportunités et que 38 d'entre eux planifient faire un changement de carrière dans les 6 mois à venir. Et en fait, ça, moi, c'est des statistiques qui m'ont énormément marquée parce que si on fait le ratio, finalement, ce serait presque une personne sur deux qui aujourd'hui envisage de modifier sa carrière actuelle. Donc, pour de multiples raisons, mais aussi certainement pour le fait qu'ils ne sont pas, en fait, finalement, épanouis dans ce qu'ils font actuellement. Donc, la pandémie est effectivement un vecteur hein, de ce phénomène, mais je pense que c'est surtout comme un catalyseur, c'est-à-dire que c'était déjà présent, puis ça a juste fait que exacerber ce qui se passait et ça a accéléré les choses. Donc il y a quand même quelque chose dans le fond qui est en train de se passer qui fait que les personnes ne se sentent pas bien. Donc, comme je vous ai promis, on va parler pour commencer du terme travail. Donc, ce que je voulais revenir déjà dans un premier temps, c'était sur l'étymologie du mot, parce qu'en fait, finalement, selon la langue, que ce soit donc par exemple la langue française, le mot travail, ça vient de son origine, ça vient du mot latin tripalium. Et en fait, le tripalium, c'était un instrument de torture qu'on peut voir là, qui a l'air de quand même faire assez mal. Donc, on peut imaginer que pour les personnes de la langue française, bah, finalement, inconsciemment, on a ça dans notre bagage, c'est que le travail, finalement, serait presque considéré comme une souffrance ou en tout cas comme quelque chose qui n'est pas plaisant. Et donc, je me suis amusée, je suis allée voir en anglais, finalement, si c'était la même origine. Et il se trouve qu'en anglais, ça vient le mot work, ça vient du mot we work. Et ça veut dire, ça veut dire tâche accomplie. Donc, il y a vraiment plus une notion d'accomplissement dans le cadre du travail quand on est dans la langue anglophone, plutôt que dans celle francophone. Et je trouvais que c'était quand même assez intéressant de revenir sur ce détail-là. Et donc là, ce que j'aurais aimé un petit peu voir avec vous, c'était que vous puissiez vous poser quelques questions sur, par exemple, qu'est-ce que c'est la notion du travail dans votre famille? Comment on parle du travail dans votre famille? Est-ce que le travail, c'est pour ramener de l'argent? Est-ce que c'est plutôt pour avoir un statut, une reconnaissance? Est-ce que c'est pour gagner du pouvoir? Voilà, il y a de multiples raisons en fait pour lesquelles on travaillerait. Et souvent, c'est des choses qui nous sont éduquées ou transmises par nos familles. Donc, c'est quand même intéressant déjà de voir qu'est-ce que c'est finalement votre propre définition du travail à vous. Qu'est-ce qu'on en dit dans votre famille et à quoi ça vous sert en fait de travailler. Pour faire rapidement, donc maintenant, qu'est-ce que de parler de l'épanouissement professionnel et de dire que finalement l'épanouissement professionnel, c'est
qu'une histoire de perception. C'est pas lié en fait à un métier ou à une rémunération ou parce qu'en fait, une personne, elle peut être par exemple commerçant et vendre des vêtements par exemple, et sa collègue fera exactement le même travail. Pourtant, il y en aura une qui va se sentir épanouie, puis l'autre qui va se sentir beaucoup moins épanouie. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est personnel, qui est unique, qui est propre à soi. Et on ne pourrait pas faire un kit en main de l'épanouissement professionnel puisque c'est vraiment rattaché à des perceptions. Et rattaché à ça, je voulais vraiment faire le distinguo entre qu'est-ce que c'est la différence quand on parle de satisfaction au travail ou de bonheur au travail. Alors là, comme ça, peut-être vous allez vous dire, bah, c'est la même chose, peut-être. Mais justement, je voulais quand même apporter une nuance parce qu'il y en a une qui me semble importante. C'est qu'en fait, quand on parle de satisfaction au travail, on va vraiment aller chercher des choses qui sont liées plus à l'intellect. Donc, par exemple, est-ce que les employés ont un bon environnement de travail pour être performants? Est-ce que les employés vont avoir la formation suffisante? Est-ce qu'ils seront, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont la machine à café, par exemple, pour pouvoir interagir et faire une pause, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont rattachées, on va dire, à de la procédure ou moi, j'appelle ça plus de l'intellect. Et en fait, quand on parle de bonheur au travail, on rajoute une dimension qui est celle émotionnelle. Et là, on va plus aller chercher, bah, finalement, est-ce que l'employé, qu'est-ce qu'il ressent en fait? Est-ce qu'il est fier de son travail? Est-ce qu'il il a confiance dans son manager, par exemple, dans son employeur? Est-ce qu'il est enthousiaste tous les matins à l'idée de se lever et puis d'aller travailler? Voilà. Donc il y a vraiment une nuance entre la satisfaction au travail, donc est-ce que je suis bien dans mon travail, et le bonheur au travail, où c'est vraiment plus, bah, est-ce que finalement je suis fière et enthousiaste? Et nous, c'est ce qu'on veut aller chercher, c'est plus cette idée de bonheur au travail. Parce qu'en fait, les études le prouvent, euh, quand il y a du bonheur au travail, bah, les personnes sont plus productives et plus performantes. Alors là, je suis allée chercher une étude qui vient du cabinet Léger, où en fait, ils parlent de bonheur au travail. Et ils ont fait en fait un palmarès des métiers les plus où les personnes se sentent le plus épanouies et où l'indice de bonheur est le plus élevé. Et donc là, je vous ai fait un petit imprimé écran et je me suis arrêtée à 7 là parce que la liste est quand même très très longue. Et sur cette liste, donc, on peut voir les 3 premiers qui vont être dentistes, médecins et coiffeurs. Et comme ça, à premier abord, bah, moi, quand je l'ai vu, cette liste, je me suis dit, bah oui, c'est normal, dentiste, médecin, c'est normal que ce soit un indice de bonheur élevé puisque c'est quand même des métiers qui sont très rémunérateurs. Puis, ils sont dans le soin, ils sont dans le soin à la personne, ils aident les personnes à aller mieux. Donc, ça me semblait logique. Mais ce qui m'a un peu perturbée, c'est quand j'ai vu au troisième rang, les coiffeurs. Et en fait, un coiffeur, bah, ça ne gagne pas tant d'argent que ça. En tout cas, par rapport à un médecin ou un dentiste, beaucoup moins. Et puis, pardon. Donc, du coup, ça m'a intriguée. Et c'est là où, en fait, j'ai pu aller creuser un petit peu plus et voir que finalement, les études disent que pour avoir un indice de bonheur élevé au travail, il faut combler 3 besoins. Donc, le premier, c'est le besoin d'autonomie. Donc, avoir une marge de manœuvre dans le cadre de son emploi. D'avoir le besoin de compétences comblées, donc d'avoir une réelle compétence qu'on met au service des autres. Et ensuite, un besoin d'affiliation sociale, c'est-à-dire d'avoir finalement des relations interpersonnelles qui sont solides et qui sont finalement qui sont chaleureuses, authentiques. Et du coup, quand on ramène finalement le coiffeur à ces 3 besoins, bah, on se rend compte que finalement, oui, il a tout à fait un besoin d'autonomie, parce que souvent, ils ont leur propre cabinet, leur propre salon, on va dire. Ils ont une compétence, ils savent couper les cheveux. Et puis le coiffeur, finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont chez le coiffeur aussi pour se sentir écoutées. C'est comme un moment presque de psychologie souvent, là où en fait on va raconter ses aventures, un petit peu ce qui nous arrive, etc. Donc le coiffeur crée vraiment du lien humain avec ses clients. Puis en plus de ça, je pourrais rajouter encore une dimension, c'est que en plus le coiffeur, avec la mode, etc., il peut vous changer votre coupe de cheveux. Et puis ça va même valoriser votre image de soi, votre image de vous-même. Donc avec tout ça, en fait, il a vraiment une réelle utilité, il a une compétence. Et donc ça a du sens de dire qu'effectivement le coiffeur est situé au rang 3
du palmarès. Puis bon, après, je me suis arrêtée là parce que je n'ai pas fait non plus tout le métier, mais en tout cas dans ma réflexion. Et c'est de dire que voilà, ces besoins, ils sont importants pour tous, tout le monde, partout et tout le temps, dans toutes les sphères de sa vie. Et c'est là où j'aurais aimé quand même vous renvoyer un petit peu à votre situation à vous et de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans votre travail, vous avez votre besoin d'autonomie qui est comblé? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre travail, vous avez le sentiment que vous êtes compétent? Est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre travail la sensation que vous avez des relations sociales et humaines qui sont intéressantes et qui sont comme vous aimeriez qu'elles soient? Donc déjà, en répondant à ces 3 petites questions, déjà, vous pourriez avoir plus d'idées sur cette idée si vous êtes épanoui ou non au travail. Ça, c'est un petit graphe très, très simpliste, mais en tout cas qui mentionne donc l'idée, c'est que dans en fait, à l'horizontale, vous avez l'échelle de rémunération. Donc, c'est 10 000, 20 000, 40 000, 80 000 ou 160 000 dollars ou euros, peu importe. Et à la verticale, vous avez finalement le bonheur rattaché, la perception d'être bien. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte avec ce graphe, c'est tout simplement que oui, effectivement, il y a un lien entre le niveau de rémunération et le bonheur. Donc ça a été établi, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'à partir de 80 000 ou 100 000 ou jusqu'à 1 million, ce n'est pas ça en fait qui va venir jouer votre bonheur. Il va y avoir d'autres paramètres qui vont venir entrer en jeu pour jouer sur votre bien-être. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que la rémunération au début, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a quand même eu une étude qui a prouvé ça, que il y a une corrélation effectivement entre l'indice de rémunération et le bien-être à partir de 10 000 jusqu'à 100 000, et qu'à partir de ce stade-là, ça ne joue plus. Je voulais juste vous le rappeler, peut-être vous le saviez déjà, je ne sais pas. Est-ce que jusque-là, ça va un peu vite? Est-ce que vous avez des questions? J'essaye un peu de passer les données là, mais c'est ça. Tout est OK? OK. Donc, pour revenir à l'étude du cabinet Léger, en fait, ils ont établi 6 facteurs qui vont venir influencer notre bonheur au travail. Donc, le premier, c'est la réalisation de soi. C'est de savoir, est-ce que au jour le jour, j'accomplis des choses qui sont importantes pour moi? Déjà, vous pouvez aussi vous poser cette question. Est-ce que aujourd'hui, au jour le jour, votre travail vous permet de vous réaliser? Ensuite, le deuxième facteur, c'est lié aux relations de travail avec vos collègues et avec votre supérieur. Et donc là, juste faire un point sur les travailleurs autonomes, parce que en fait, il n'y a pas forcément de collègues et pas forcément de supérieurs. Mais c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que est-ce que votre travail, il vous permet d'entretenir des relations humaines qui vous semblent satisfaisantes ou qui vous semblent bonnes? Ensuite, le troisième point, c'est la reconnaissance offerte par votre employeur. Alors là, encore pareil, pour les travailleurs autonomes, vous n'avez pas d'employeur, mais c'est de voir finalement, est-ce que vous vous sentez utile, et aussi de ne pas oublier que comme vous êtes votre propre employeur en tant que travailleur autonome, c'est que de ne pas oublier de s'offrir aussi des cadeaux, ou en tout cas de la reconnaissance, de la gratitude, et que quand on réalise un objectif, de ne jamais oublier de célébrer finalement chaque chose qui avance et qu'on atteint, les objectifs qu'on atteint. Ensuite, le quatrième point, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire, est-ce que dans mon poste, j'ai des responsabilités? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre? Le cinquième point, c'est lié à la rémunération. Donc là, ce n'est pas vraiment tant une idée de rémunération basse ou élevée qui va jouer, mais en fait, c'est plus encore cette idée de perception. C'est-à-dire, est-ce que je suis satisfaite, ou est-ce que j'ai l'impression que la rémunération, le niveau de rémunération que j'ai aujourd'hui, il me reconnaît à ma juste valeur? Et en fait, c'est vraiment cette perception-là qui va faire que ça va jouer sur notre bonheur au travail. Si par exemple, je gagne 40 000 et que pour moi, c'est énorme, et je me dis, oui, pour ce que j'accomplis tous les jours, c'est tellement facile, je suis très bien payée. Bon, c'est bien, mais pour une même personne, pour 40 000 dollars, elle va peut-être se dire, non, j'ai déjà passé 2 diplômes, c'est pas du tout suffisant.
Bon, voilà, par exemple. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est vraiment pas le montant qui est important, mais plus la perception. Et ensuite, le dernier point, c'est vraiment toujours cette idée de sentiment d'appartenance et en fait, de voir si son travail nous permet d'être entouré de personnes qui possèdent les mêmes valeurs que nous, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, etc. Donc, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de se poser chacune de ces questions et finalement de faire un petit peu comme un score avec soi-même. Et par exemple, je ne sais pas, est-ce que mon travail me permet de me réaliser? Première question. Oui, non. Et donc, comme ça, on commence un petit peu à évaluer comment on se situe par rapport à cette notion d'épanouissement au travail. Donc là, c'est la question que j'aimerais répondre maintenant sur mon point suivant. C'est de comment savoir si je suis épanouie au travail maintenant. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais surtout ce que j'aimerais amener ici, c'est vraiment plus la notion de finalement pourquoi aujourd'hui on cherche à être épanoui au travail. Parce que quand je vois un peu mes grands-parents, j'ai l'impression que finalement, eux, ils allaient au travail, mais ils se posaient pas tant de questions. Ils se demandaient pas: «Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que j'ai du sens dans ce que je fais? Est-ce que je suis entourée de bonnes personnes?» et cetera. Donc pourquoi en fait aujourd'hui, on ressent ce besoin de vraiment plus, mettre du sens, au niveau de son travail? Alors peut-être vous avez déjà des éléments de réponse, peut-être je vous écoute, si vous voulez partager? Mmh. Ben, euh, moi, j'ai fait les deux. J'ai travaillé et aussi je suis à la tête de ma propre entreprise depuis maintenant 14 ans. Et moi, je suis vraiment d'accord pour le fait il faut aimer ce qu'on fait, il faut qu'on soit épanoui. Euh, j'ai toujours négocié, moi, de travailler 4 jours semaine parce que mes enfants étaient importants pour moi. Donc, si un employeur ne pouvait pas m'accommoder, ben, je ne le faisais pas. Mais je pense que vraiment, une des premières choses, il faut être bien. Il faut être bien dans ce qu'on fait. Il faut être bien dans l'environnement où on est. Mais est-ce que Donc, est-ce que tu aurais un élément c'est vraiment de la réflexion parce que la vérité, j'ai pas eu une réponse nette sur ça. mhm. Mais finalement, pourquoi aujourd'hui, plus que, enfin, c'est une impression parce que j'étais pas là peut-être avant, mais j'ai l'impression que vraiment aujourd'hui, c'est devenu crucial en fait de donner du sens et d'avoir, comme tu le dis, de se sentir bien dans son travail. Mais je ne sais pas, je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens, pour eux, travailler, c'est une façon de mettre le pain sur la table. Donc, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour mettre ce pain sur la table. Mais il y a des gens qui veulent donner du sens au travail qu'ils font. Moi, puis je pense que ça dépend des circonstances de la vie, hein. Il faut être dans les bonnes circonstances pour pouvoir avoir des choix. Mmh. Euh, donc, moi, j'ai toujours eu ce choix-là parce que, bon, j'ai un mari, j'ai pas élevé mes enfants tout seul, donc j'avais un filet financier qui me permettait de le faire. Mais je pense que même si on n'a pas ce filet financier, je pense qu'il est important de faire ce qu'on aime, même si des fois on doit faire ce qu'on doit faire pour vivre. Mais je crois que pour vivre pleinement, il faut aspirer à être à un endroit où on est bien, où on a envie de se réveiller pour y aller. Puis mon dernier emploi, c'est pour ça que je l'ai laissé, parce que j'avais un poste de direction. Puis dans cette OSBL, on était 2 femmes noires à la tête. Puis il y avait un vice-président qui est arrivé sur le CA, qui était très, très raciste. Puis il voulait se débarrasser de nous pour mettre quelqu'un d'autre. Et comme moi, je n'étais pas la directrice générale, donc j'étais en dessous d'elle, j'étais la directrice des financements et des communications. Donc, il s'est dit, ben, la première personne qu'on va emmerder, c'est elle, puis pour pouvoir atteindre le sommet. Mais moi, j'avais déjà parti le Club Les Gazelles, donc j'avais une soupape. Puis, j'ai été voir ma patronne, j'ai dit, je sais que tu te bats pour nous deux, ben, faites-moi un offre, je m'en vais, puis bats-toi pour toi. Puis, elle est encore là. Hein. Elle a réussi à les mettre tous les gens qui étaient contre elle à la porte. Mais je pense que ça aurait été plus difficile pour elle si on était deux à le faire.
Mais déjà, j'avais déjà le projet du Club Les Gazelles à ce moment-là. Donc, ça a juste avancé de peut-être 2 ans. Je voulais attendre 2 ans avant de donner ma démission. Mais encore une fois, j'ai pu le faire parce que j'avais une soupape, j'ai un mari qui travaille et tout ça. Mais sinon, probablement, j'aurais été obligée d'y rester jusqu'à ce que je pouvais me trouver, soit que ma compagnie pouvait s'occuper de mes besoins ou que j'aurais trouvé autre chose. Donc, je pense que ça dépend de la situation dans laquelle on est. Toi, Mais ce que j'entends, c'est que toi, l'idéal, t'aurais pas oui. envisagé du tout, en fait, de rester dans un environnement dans lequel tu te sentais pas reconnu finalement pour qui tu étais. Mais Euh, non seulement reconnu, pas nécessairement reconnu, mais surtout respecté. Respecter, ok. Et donc, du coup, tu Respecté. as quand même fait le choix de te dire, bah, je préfère partir et je préfère aller dans un environnement dans lequel je suis bien, plutôt que de rester effectivement au travail dans un environnement qui ne te convenait plus finalement, même Oui, si le métier aurait pu te plaire. oui, C'était mais plus parce que là au j'avais niveau un des très relations. beau poste. C'était un Mm. très, très bon poste. Je l'ai fait pendant 3 ans et j'ai adoré. Mais je pense que des fois, c'est quand tu commences à être stressé. Puis moi, mon corps me parle beaucoup. Dès que j'ai beaucoup de stress, je commence à avoir de l'eczéma. Puis dès que j'ai l'eczéma, ici, là, je sais que Il y a quelque chose à je ne faire. suis pas en bonne position, puis il faut que je trouve une solution. Mais je pense que tout dépend de l'écosystème dans lequel on vit, hein. Des fois, ce n'est pas toujours évident. On est obligé de faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire parce que on doit vivre. Oui, bien Mais sûr, il y a ça, la réalité qui il y a rattrape, les c'est sûr. réalités, Mm. oui. Mais bon, puis ça dépend du choix aussi qu'on doit faire, hein. Mm. Il y a des choix qui sont plus faciles à faire que d'autres. Mais je pense qu'à la fin de la journée, il faut qu'on y trouve son compte et qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre, en tout cas. C'est ce que je pense. Ok, bah oui, oui, je pense tout à fait comme toi là. Y a pas de, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais pour revenir un petit peu à cette idée d'épanouissement et plus au niveau de la société, en fait, moi j'avais l'impression que bah, finalement on est dans une époque qui cumule plusieurs crises. On a vécu plusieurs crises qui se sont succédées. Et en fait, je Mhm. pense que en fait naturellement, en tant qu'être humain, quand on vit des crises, en fait, on a besoin de remettre naturellement du sens, en fait dans les choses et de remettre en question ce qui est en train de se passer. Et en fait, bah, c'est une réflexion personnelle là, que je suis en train de dire, hein, j'ai lu ça nulle part, mais vraiment, c'est cette idée que j'ai l'impression que plus ça va mal, plus du coup, il faut qu'on se questionne. Et peut-être qu'à l'époque de nos grands-parents, bah, finalement, eux, ils étaient dans une époque qui était beaucoup plus, en tout cas au niveau du travail, c'était beaucoup plus prospère, etc. Il y avait plus d'emplois aussi que maintenant. Et voilà. Donc, c'était peut-être un élément de réponse que j'ai pensé qui pouvait être une des raisons. Après, certainement qu'il y a d'autres facteurs qui doivent entrer en jeu, comme par exemple aussi le fait que tous nos besoins aujourd'hui sont comblés, hein. Aujourd'hui, de manière générale, là, je ne vais pas faire du cas par cas, mais on a tous une maison, des amis, de la sécurité, etc. Et que finalement, une fois que tous nos besoins de base sont comblés, ben, on peut aller chercher des besoins d'accomplissement, des besoins plus de réflexion sur soi-même. En fait, qu'est-ce que je fais ici, à quoi je sers, etc. Donc, une fois que tous les étages là sont remplis. C'était une autre idée. Bon. Mais En tout cas, je pense, ah oui, vas-y. Non, je voulais juste partager quelque chose qui me vient là, qui me pop, c'est que j'ai l'impression aussi qu'on est beaucoup plus ouvert à toutes les informations maintenant avec l'Internet, la technologie, qui fait qu'on a comme quelque chose malgré nous avec des millions d'informations qu'il n'y avait pas à l'époque. Et c'était comme si, puis c'est pas péjoratif ni rien par rapport à l'époque, mais on ne vit pas dans le même monde. La bulle n'a plus du tout la même taille. Avant, on avait ses parents, son épouse, son mari, ses enfants, puis on avait la cellule familiale. D'ailleurs, à l'époque, on vivait souvent avec les grands-parents, les enfants, les grands-parents élevaient les enfants, puis le bonheur, c'était être en famille, c'était pouvoir avoir le pain sur la table, etc. Puis
tout était comblé à partir de là. Aujourd'hui, avec la technologie, on a beaucoup plus de possibilités, on voit beaucoup plus de choses, les besoins sont plus remplis aussi. Et en même temps, on voit aussi la misère à certains endroits qu'on ne voyait pas. Par exemple, quelqu'un qui naissait quelque part où c'était pas facile, ben, il connaissait que ça. Quelqu'un qui vivait quelque part où c'était moyen, il connaissait que ça. Il y avait que ceux qui voyageaient un peu, qui arrivaient à voir, mais il n'y avait pas de moyens de communication. Alors que maintenant, ben, on voit là les endroits où les gens on se dit, oh, donc on a peut-être envie d'aller vers ces causes-là aussi, de donner un sens à ça, de dire, je peux pas. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans une bulle. Notre bulle, elle est immense maintenant. C'est comme si on avait encore plus de choix et sans doute que ça crée encore beaucoup plus de responsabilité, en fait. C'est ça qui me vient, c'est de dire, est-ce que moi, à mon niveau, même pour ceux qui ne sont pas, je pense que quelque part, ça prend de la rame à un moment donné et ça tourne en fond parce qu'on a tellement des millions d'informations que je pense que c'est ça, on est rendu à... Je pense qu'on n'arrive même plus à tout processer là. Et c'est sans doute pour ça qu'on explose à certains moments, puis qu'on aura envie de faire 10 millions de choses, mais on ne peut pas en faire 10 millions, on peut en faire quelques-unes quand même. Mais voilà, moi, c'est ça qui me vient, je pense que c'est l'idée de cette information. Ouais, qu'on est tous connectés, que finalement on arrive à aller voir plus loin que juste son petit univers à soi, et que du coup, peut-être que ça élargit aussi notre vision du monde, ouais. Oui, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, après, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Que ce soit quelqu'un qui gagne des millions et qui a une énorme piscine ou quelqu'un qui a vraiment rien et voilà quoi. Puis tu vois, ouais. tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marilyn, puis c'est un petit peu ça que je voulais dire, c'est que dans le temps, je pense que les gens avaient des maîtres à penser. L'Église, la société, puis maintenant, avec tout ce qui est à la portée de la main au niveau d'aller chercher l'information, les courants de pensée, les mouvements. Donc, on a plus le loisir de prendre nos propres décisions et de faire le travail d'introspection en se disant, mais écoute, qu'est-ce que moi je veux? Parce on vit dans une ère de questionnement. On a le droit de questionner les paradigmes, on a le droit de penser à soi, on a le droit de faire une recherche personnelle. On n'a plus l'Église, les communautés qui deviennent nos maîtres à penser. Puis je pense que ça fait partie du changement qu'on voit maintenant. Effectivement, ouais, j'aime bien cette idée aussi, ouais, qu'en fait, on a moins de cadres finalement, peut-être qu'avant. Effectivement, la religion, je pense, elle mettait énormément de cadres. Tu penses comme ça, point. C'est un gros problème. Ouais. C'est comme ça, point, et je te dis que c'est comme ça, et voilà. Oui. C'est l'obscurantisme qui va avec. Oui, beaucoup. Puis on voit ça aussi dans les pays en voie de développement encore le poids de la religion sur certaines communautés. Puis la religion en soi n'est pas mauvaise. Moi, je suis très croyante, je prie à tous les jours. Mais moi, je vais à l'église quand j'ai envie d'aller à l'église. Je ne me sens pas obligée d'aller à tous les dimanches à l'église. Quand j'ai envie de me connecter, si j'ai besoin de ça, je vais à l'oratoire de Saint-Joseph, à la petite chapelle, puis je m'assois et puis voilà. Je n'ai pas besoin d'un prêtre pour venir m'expliquer quoi que ce soit. Je sais lire, j'ai mes livres de prière, ma Bible, mes psaumes, puis je les utilise. Mais je pense que la religion aussi, pour moi, je trouve que c'est très problématique quand elle est utilisée pour asservir les gens. Parce que ça devient un big business maintenant, la religion. Ça n'a rien à voir avec, bon, à part la religion traditionnelle, les églises et tout ça, mais les églises sont vides, mais tous les pasteurs avec les églises ont plein de fidèles là, qui vident leur coffre parce qu'on aurait dit que les gens ont soif de quelqu'un à qui regarder là. Et tu as tous ces gens qui ont bien compris ça,
Oui, bah, c'est la et qui différence entre la sont devenus spiritualité, selon moi, des en fait, de la prédateurs, là, relation de qu'on ces a gens-là. avec son Dieu, finalement, et la religion, qui, elle, est plus là pour venir peut-être contrôler les groupes, les masses, les communautés, etc., pour justement mettre des règles et pour, Exactement. avec une notion peut-être de, oui, effectivement, de business, c'est sûr. Donc, ok, bah, je propose de continuer un petit peu. Donc là, l'idée, en fait, donc c'était, moi, j'avais vraiment cette question, donc merci beaucoup pour vos feedbacks, parce que c'est vraiment une question que je me suis posée de pourquoi aujourd'hui on cherche ça, on cherche le sens, et j'ai pas tant trouvé de réponse que ça, donc c'est super qu'on ait pu échanger. Et donc là, l'idée, c'était de savoir donc comment est-ce que je sais si je suis épanouie ou non. Donc je vous ai proposé 5 petites questions. Donc juste par exemple, pour faire encore un petit score, ce serait de vous demander est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être au bon endroit, d'être là où vous devriez être? Oui, non. Est-ce que vous vous sentez heureuse d'aller au travail tous les matins? Oui, non. Est-ce que votre travail vous rend heureuse? Est-ce que vous ne voyez pas le temps passer? Et puis la petite dernière question qui, elle, vraiment me plaît énormément et que j'adore poser, c'est qu'est-ce que vous feriez comme activité professionnelle si vous étiez milliardaire? Et en fonction de cette réponse-là, de voir si finalement vous êtes super décalé avec la réponse aujourd'hui, dans votre emploi, ou si finalement vous êtes pas loin. Auquel cas, je pense que vous êtes proche d'un très bon épanouissement. Plus vous serez proche de votre réponse-là, plus vous serez, je pense, épanoui. Alors, je propose de passer un petit peu rapidement sur les symptômes très très vite. Là, en fait, là, c'était si vous n'avez toujours pas d'idée, si vous êtes épanoui ou non, mais je suis sûre que vous-même, vous le savez, là, Caroline et Myrmande, je suis sûre que vous savez si vous êtes épanoui ou non. Mais en tout cas, si des personnes auraient plus de difficultés à savoir, j'ai proposé des petits symptômes, comme par exemple d'avoir la sensation de perdre ses repères, d'être fatigué, d'avoir des troubles de la concentration, de se replier sur soi, d'être démotivé, de vivre de l'ennui, d'être irritable, etc. Donc, si on vit plusieurs de ces symptômes-là, là, c'est effectivement quelque chose de physique. Là, c'est le corps qui nous parle. C'est plus notre intellect qui réfléchit à. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de vous dire ça ne va pas. Donc voilà, je me suis dit c'est aussi un bon moyen de voir si on est épanoui ou non dans son travail. Mais je vais passer rapidement. Donc, pour venir finalement au guide en 5 étapes pour améliorer finalement son épanouissement au travail. Donc, la première chose, c'est déjà de faire un point. C'est ce qu'on a fait là tout au long de ces questions. C'est la première chose à faire, c'est de se questionner, de dire est-ce que aujourd'hui je suis bien ou non? C'est quoi le problème que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche d'être motivé, d'être passionné, d'avoir du plaisir dans mes activités professionnelles? Et ça permet justement de mettre plus de conscience dans ce qu'on vit. Et moi, j'aime bien cette phrase de mettre des mots sur les mots actuels. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on en revient toujours à ça. C'est moi, je persiste à croire qu'il faut toujours revenir à la source, c'est-à-dire à nous en tant qu'humains, à nous-mêmes, et finalement d'apprendre à mieux se connaître et d'identifier donc ses valeurs, ses forces, ses talents, et de voir si notre métier aujourd'hui nous permet de nous si notre métier aujourd'hui il permet qu'on exploite au maximum donc nos 5 valeurs, nos forces et nos talents. Et encore mieux, si on exploite notre zone de génie, là j'y vois encore une nuance, c'est-à-dire la zone de génie, c'est vraiment ce que vous êtes capable de faire, c'est tellement facile pour vous que ça ne vous viendrait même pas à l'esprit de facturer quelqu'un pour ce service parce que ça vous semble tellement facile. Et ça, pour moi, c'est vraiment la zone de génie. Donc, si vous œuvrez en plus dans ça, là, c'est la cerise sur le gâteau. Et pour moi, là, vous ne pouvez que être épanoui quand vous êtes dans votre zone de génie. Ensuite, c'est bien de clarifier vos besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, vos besoins comme on a vu, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'autonomie, etc., sont comblés. Et de bien reformuler vos limites et ce que vous ne voulez plus. Et de voir si aujourd'hui, ce que vous ne voulez plus, vous êtes en train de le vivre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et que vraiment d'être intransigeant avec ça. Et de vraiment sortir quand vous êtes dans vos limites, d'arriver à dire non, stop, je ne le fais pas parce que ce n'est pas bon pour moi. Alors là, je me permets d'arrêter le webinaire parce qu'en fait, malheureusement, on n'a que 45 minutes qui étaient prévues. On a un peu débordé.
Donc, moi, ce que je vous propose, c'est juste qu'on se déconnecte et puis qu'on revient dessus si ça ne vous dérange pas. Et puis, j'essaierai de raccourcir un peu le temps là, pour pas trop non plus vous prendre le vôtre, si ça vous va. Est-ce que c'est OK pour vous? OK, super. On se retrouve dans 2 minutes, le temps de